Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, après quelques semaines d'actu un peu molle, d'ailleurs j'étais aussi un petit peu moumou la semaine dernière, ça va un petit peu mieux. Du coup, cette semaine, on a eu un hack assez conséquent chez Nvidia avec des vols de données. Du coup, il y a pas mal de fuites qui sont en train d'arriver et c'est plutôt intéressant. On en parle, on y va, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai revu un petit peu l'habillage, ça a changé un petit peu. Il y a un petit côté rétro que j'aime plutôt pas mal. Dites-moi si ça vous plaît, personnellement je trouve ça un petit peu plus sympathique qu'avant. Mais bon, avant de passer du côté Nvidia, on va d'abord faire un tour du côté AMD et processeurs parce qu'il y a 2-3 news intéressantes à voir avant et ça devrait aller assez vite. Et donc on commence avec les Ryzen 5800X 3D qui sont apparemment en train d'arriver puisque selon Grimon55 sur Twitter, qui est un fuiteur assez connu, les processeurs seraient sortis de l'usine de packaging, donc ce qui voudrait dire que les processeurs pourraient arriver à partir de la fin du mois dans le commerce, ou un lancement avec des tests et compagnie. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu aussi avec Gigabyte, qui a mis des BIOS à jour avec le support du Ryzen 5800X 3D sur certaines cartes mères. Bon, on se doute que ça devrait arriver assez vite maintenant. Après, la grande inconnue, encore une fois, ce sera surtout le tarif. Puisque transition incroyable au niveau des tarifs, les Ryzen 5000 d'AMD actuellement sont en train de baisser de prix. C'est ce qu'on trouve un petit peu en France déjà sur certains modèles, particulièrement le 5950X qu'on a vu un petit peu moins cher que d'habitude. On a aussi vu les 5700G et 5600G baisser de prix également. Il était nécessaire de la part d'AMD de baisser un petit peu les prix de ces Ryzen 5000 maintenant, puisqu'on a vu aussi il y a quelques semaines dans les news, AMD était en train de perdre des parts de marché par rapport à Intel, ce qui était plutôt justifié puisque les processeurs Intel actuellement ont un meilleur placement tarifaire vis-à-vis de leur performance par rapport à l'offre d'AMD. Bon alors AMD gardait malgré tout l'avantage de cartes mères un petit peu moins chères en règle générale, même si dans l'ensemble ça avait tendance à un petit peu se tasser avec les chipsets un petit peu moins chers côté Intel. Donc bon, comme d'habitude, la concurrence ça a du bon, et puis de toute façon, la M4, les Ryzen 5000, on est un peu sur la dernière jambe. Ils sont en fin de vie, ils sont en fin de cycle, surtout on sait que les Ryzen de nouvelle génération devraient arriver avant la fin de l'année. Donc que les prix baissent, je dirais c'est de toute façon normal. À côté de ça, chez Intel actuellement on entend parler du 12900KS, qui est une version en gros triée un petit peu plus rapide du 12900K. En toute logique, il devrait coûter un petit peu plus cher. Bon, l'intérêt de la chose, pas énorme pour la plupart des gens, en dehors peut-être des overclockers, puisqu'ils auront possiblement une puce déjà triée d'avance, qui devrait cloquer plus haut. Pour faire péter les records, pourquoi pas. Pour les joueurs, pour les consommateurs classiques, pas vraiment d'intérêt, et puis surtout au niveau du prix, je suis pas certain que ça vaille le coup du tout. Alors on enchaîne avec Nvidia, alors ça fait pas partie des fuites, mais on a entendu dire dernièrement aussi qu'il y aurait un nouvel abonnement, une nouvelle façon de payer pour le GeForce Now RTX 3080. Donc c'était la dernière mise à jour du GeForce Now, le plus performant, qui permettait d'avoir un PC, accès à un PC qui avait en gros les performances d'une 3080 sur le GeForce Now, avec du streaming en 1440p, 120 fps, ce qui est plutôt sympathique. Par contre, le gros problème de l'offre, c'est qu'il fallait payer pour 6 mois d'un coup, donc c'était 100 balles pour 6 mois, et bien là, apparemment, on pourra maintenant payer au mois. Alors ça sera un petit peu plus cher, puisque du coup on passe à 20 $ par mois. Je sais pas ce que ça donnera en euros, mais ça devrait être dans les mêmes eaux. Ce qui est quand même plutôt pas mal, parce que prendre 6 mois d'un coup, on n'a pas forcément besoin d'un dépannage entre guillemets pendant 6 mois. Là du coup on peut payer au mois, ce qui peut être une solution quand même assez intéressante pour certaines personnes. On passe vite fait sur le shitstorm Elden Ring. Alors Elden Ring c'est la grosse sortie dernièrement, dernier jeu de From Software. Alors on aime ou on n'aime pas les jeux type Dark Souls. Personnellement, je suis plutôt hermétique, ça m'intéresse pas vraiment. Mais ce qui fait beaucoup parler, c'est surtout les performances du jeu. Que ce soit sur console ou sur PC, on a des gros problèmes de stutter, donc des micro-saccades, qui est très désagréable en jeu. Surtout sur un jeu aussi exigeant, on n'a pas envie d'avoir des micro-saccades pendant qu'on est en train de se battre contre un gros boss, bien évidemment. Alors les problèmes de micro-saccades, ça concerne beaucoup de jeux, principalement sur DirectX 12, puisqu'avec DirectX 12, sans rentrer trop dans les détails, DirectX 12 demande aux développeurs de prendre en charge certaines choses, de mieux régler certaines choses,
que ne le faisait auparavant DirectX 11 et compagnie. Donc au niveau de l'optimisation, il y a certaines choses qui sont un petit peu plus compliquées qu'avant. Pour les développeurs, ils ont accès à plus de choses, mais la contrepartie, c'est que c'est un petit peu moins évident. Ça se retrouve beaucoup sur les jeux aussi avec l'Unreal Engine 4, où on a très souvent des micro-saccades pendant un moment. L'alternative à ça, ce serait d'avoir un chargement avec le compilage des shaders, comme on a dans certains jeux. Si on prend l'exemple de Forza Horizon 5 et 4, parfois on doit attendre que les shaders soient compilés. Ben, ça évite d'avoir des ralentissements de la sorte derrière. Personnellement, ce serait peut-être mieux de procéder ainsi, puisque les micro-saccades, c'est vraiment pas agréable du tout. Alors From Software a dit qu'ils allaient faire des patchs de performance, que ce soit pour console ou sur PC. Bon, ben tant mieux, il faut espérer que ça arrive le plus vite possible. À côté de ça, on a Intel qui a foiré le lancement d'Elden Ring, puisqu'ils n'ont pas réussi à proposer de driver Day 0 pour Elden Ring, et les performances sont forcément pas terribles. Et je dois bien avouer que c'est pas très rassurant quand on sait qu'Intel actuellement sont en train de faire des gros GPU, et qu'au niveau des drivers, on sait que c'est compliqué. Bah, on a une preuve de plus, si on en avait besoin, que de faire des drivers prêts pour la sortie des jeux, c'est pas si simple que ça, et que l'expertise d'NVIDIA et d'AMD dans le domaine, c'est pas si évident que ça pour Intel d'arriver au même niveau. Bon, ça ne présage de rien quant aux performances des futurs arcs, mais on sait que c'est plutôt au niveau software que ça bloque. Bah, là, on a une preuve de plus. Autre news un petit peu plus sympathique, apparemment Valve ne serait pas contre de proposer le Game Pass sur Steam. Pourquoi pas? Alors, le plus gros problème du Game Pass sur PC, c'est l'application Xbox. Enfin, on avait entendu dire que Microsoft allait en proposer une nouvelle qui soit un petit peu moins immonde que celle actuelle, et ce serait pas de refus. Si ça pouvait passer par Steam, tout le monde serait content, je pense, mais bon, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Mais si déjà on a une nouvelle porte ouverte avec Steam, et si en plus Microsoft nous propose une nouvelle appli un petit peu moins merdique, on va pas dire non. En parlant de ça, sur le Game Pass, il y a pas mal de jeux qui arrivent en ce moment d'ailleurs, au mois de mars, le 10 mars, donc dans très peu de temps, on aura aussi Marvel's Guardians of the Galaxy sur le Game Pass. Alors c'est assez surprenant puisque c'est un jeu assez récent, mais c'est un jeu qui a un petit peu foiré au niveau lancement, enfin ça s'est pas très bien vendu, ce qui est un petit peu dommage puisque le jeu est apparemment plutôt pas mal. Donc si le jeu vous intéresse, ça arrive sur le Game Pass très rapidement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Alors on passe maintenant au hack d'NVIDIA qui a eu lieu la semaine dernière, et c'est un hack apparemment quand même assez important, puisqu'on a quand même pas mal de fuites qui sont arrivées depuis, on va voir ça après. Donc c'est un hack par le groupe La Puce, avec un petit dollar à la fin. Et c'est assez rigolo, puisque dans un premier temps, on avait entendu dire qu'il y avait un hack chez Nvidia. Ensuite, on avait entendu dire également que Nvidia avait hacké les hackers en essayant de encrypter les données chez les hackers. Bon, alors ils ont réussi à faire ça, mais bon, les hackers avaient déjà recopié les données ailleurs, donc cette tentative n'a pas fonctionné. Mais j'avoue que le côté on hack les hackers pour pas avoir de problème, c'était assez rigolo. Mais bon, ce qui nous intéresse avec ce hack depuis, c'est que par exemple, il y a le code source du DLSS qui se retrouvait dans la nature. Alors c'est assez important quand on sait que le DLSS, c'est un peu une boîte noire. On savait pas trop comment ça fonctionnait exactement. Une des choses les plus intéressantes qui pourrait en sortir, c'est de savoir si il y avait vraiment besoin, par exemple, d'utiliser les Tensor Core pour faire du DLSS tel qu'il est fait actuellement, ou si c'était juste une limitation artificielle pour dire de limiter l'accès au DLSS aux cartes RTX. Bon alors personnellement, je suis quasiment certain qu'il n'est pas nécessaire à 100% d'avoir besoin de Tensor Core pour faire du DLSS. Ça permet peut-être d'accélérer certaines tâches avec le Tensor Core, mais je suis quasiment sûr à 100% qu'on pourrait faire tout ce que fait le DLSS en utilisant uniquement les shaders. Ce serait peut-être un petit peu moins opti, et encore que. Alors après, il y en a certains qui pensent que ça va peut-être permettre à AMD de faire un DLSS-like plus rapidement qu'avant, ou Intel, mais bon, on sait déjà que de toute façon AMD et Intel sont en train de travailler à du FSR 2.0. Intel, on sait qu'il y a le XeSS, c'est des technologies similaires. Alors ça ne veut pas dire que AMD ou Intel ne pourraient pas s'inspirer du code source du DLSS, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tout juste bêtement le recopier, puisque si c'était le cas, ça se passerait pas très bien pour eux. Faut pas oublier que le FSR d'AMD, par exemple, est open source. Du coup, si on retrouve du code d'NVIDIA dans le code du FSR, bon, ça va pas le faire du tout. Et pour Intel, on sait que le XeSS c'est plus ou moins ouvert, donc ce serait vraiment très très surprenant
que les concurrents d'NVIDIA fassent un copier-coller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des logiciels third party qui vont nous faire du DLSS open source, hein, puisque du coup le code est dans la nature, donc il y aura très certainement des gens qui réussiront à en faire quelque chose. Ça va être intéressant justement de voir ce qui ressort de tout ça. Et autre info intéressante qui ressort de tous ces leaks, eh bien c'est plus ou moins les specs de RTX 4000, et ça permet de confirmer plus ou moins que tout ce qu'on avait entendu jusqu'ici, c'était plus ou moins correct. Donc ceux qui pensaient vraiment que les futures RTX 4000 seraient à peine plus performantes que les 3000, ça s'annonce quand même assez violent au niveau des specs, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, la chose qui se remarque le plus quand on regarde les specs de ces futures puces Lovelace chez Nvidia, c'est le cache de niveau 2. Alors actuellement chez AMD, on sait qu'on a de l'Infinity Cache qui est un cache de niveau 3, ce qui est différent, mais ça permet un petit peu de faire la même chose. En gros, chez AMD, ce cache de niveau 3 permet d'utiliser un bus mémoire plus petit tout en ne perdant pas trop en performance par rapport à un bus mémoire plus gros. Ça leur permet de faire des puces plus compactes, moins complexes, qui consomment moins. Et bien là, chez Nvidia, on aura beaucoup de cache de niveau 2, puisqu'on passe de 6 mégas sur le GA102 à 96 mégas sur le AD102. Alors après, au plus on descend dans la gamme, au moins il y en a, en toute logique, puisqu'on passe de 96 mégas pour l'AD102 à 64 pour le 103, 48 pour le 104, et le 106 et le 107, on n'aurait que 32 mégas entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'NVIDIA a choisi de faire ça? Parce que c'est une technique qui marche. Rajouter du cache, ça permet d'améliorer les performances de façon assez simple, on va dire. Et aussi parce que actuellement, on est toujours bloqué à la GDDR6 ou 6X. Alors, on sait que la 6X, ça consomme énormément pour pas beaucoup de perf en plus que la 6 classique, mais bon, je pense qu'NVIDIA va continuer de l'utiliser. Mais en gros, là, pour NVIDIA, pour augmenter la bande passante, eh bien, passer par du cache en plus des bus mémoire similaires à la génération précédente, ça permet d'avoir des performances supplémentaires au niveau de l'interface mémoire sans avoir à utiliser de la RAM un petit peu plus coûteuse, puisque la GDDR7 n'est pas encore prête. Donc bref, rien que ce gros cache, ça devrait permettre déjà d'augmenter les performances de façon significative, et en plus de ça, on voit qu'au niveau des unités de calcul, les CUDA Core, on a une augmentation là aussi quand même assez violente, puisqu'on passe bien de 10 752 CUDA Core pour la 3090 à 18 432 CUDA Core pour la future plus grosse carte d'NVIDIA. Alors après, au niveau du reste de la gamme, ça taille dedans assez sévère, puisqu'on a quand même une grosse différence entre le AD102 et le AD103, puisqu'on passe de 18 432 corps à 10 752, donc c'est quand même une différence assez significative, et le AD104 descend lui à 7680, ce qui est un petit peu similaire au GA103 qui n'existe pas sur PC de bureau actuellement. Alors si on regarde rien que comme ça au niveau des specs, c'est même sans aborder la fréquence, puisqu'il est tout à fait possible qu'on ait une fréquence un petit peu plus élevée que sur les cartes actuelles, et bien rien que ça permettrait en toute logique d'avoir un gain de performance au grand minimum de 50%, mais on devrait plus être aux alentours des 70, voire 80. Et c'est 70% par rapport à la RTX 3090. Donc il y a vraiment un gros gap de performance à attendre sur les prochaines générations de GPU, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD. Ce qui permet d'avoir un gap aussi important chez Nvidia, c'est parce qu'on va aussi passer du 8 nanomètres Samsung au 5 nanomètres TSMC, du moins sur les plus grosses puces. Je ne sais pas si toute la gamme sera concernée par le 5 nanomètres TSMC. C'est pas dit, c'est pas sûr à 100%, on a des rumeurs un petit peu contraires, voire même le 5 nanomètres Samsung, qui est moins efficace que celui de TSMC, mais qui pourrait être utilisé pour les puces peut-être un petit peu plus petites. On sait pas trop. Bon alors ça c'est pour le très haut de gamme, par contre si on descend un petit peu, on voit que le AD103 au niveau des specs, ça ressemble énormément au GA102 actuel, avec un bus mémoire plus petit, mais compensé par ce cache de niveau 2 beaucoup plus gros. La grande question, ce sera, est-ce que les fréquences seront beaucoup plus élevées? C'est possible. En toute logique, ça devrait être 10 à 20% plus performant que les RTX 3090 actuels. J'ai pas de gros doute là-dessus. En vrai, quand on y regarde de plus près, on aura certains gros gaps sur la puce la plus élevée. Par contre, plus bas dans la gamme, je pense que ça se chevauchera de façon un petit peu plus classique.
Très clairement, hein, le AD102, c'est fait pour lutter contre le RDNA3 d'AMD qui s'annonce assez violent. Le reste de la gamme est beaucoup plus raisonnable. Donc, toutes les rumeurs aussi hein, qu'on a entendues dernièrement sur les cartes Nvidia vont consommer 850 watts et compagnie, ça c'est complètement mytho, hein. Faut pas apporter de crédit à ces trucs-là. Une carte grand public, ce sera 500 watts, voire 550 grand maximum, hein. Les cartes qui consomment 800 watts et compagnie, ça c'est les cartes professionnelles dans les data centers qui sont refroidies avec ce qu'il faut. C'est pas possible d'avoir une carte qui fait 800 watts à refroidir correctement dans un PC, c'est infaisable. Il n'y a aucun doute sur le fait que ces futures puces d'Nvidia vont consommer énormément. Ça, on le sait déjà. La question, ce sera combien et encore une fois, le tarif par rapport à la génération actuelle, mais sur le haut de gamme, tout du moins. Ce qui est certain, c'est qu'on aura un gros gap de performance par rapport à la génération actuelle. Ce qu'on aimerait tous, bien évidemment, hein, c'est que ce gap de performance se répercute aussi plus bas dans la gamme. Rien que comme ça, vu de nez, ce sera pas aussi violent sur le reste de la gamme. Alors après, il faut voir comment Nvidia va se placer au niveau tarifaire. Mais bon, si on regarde les specs comme ça, le AD102, hein, ce sera très clairement les 4090 et compagnie. Ce sera très cher, ce sera très performant. Pas de problème à ce niveau-là. Le AD103, je sais pas comment ils vont décortiquer leur gamme, on ne le sait pas encore. Mais ce serait pas surprenant que ce soit la 4080, qui sera du coup plus performante que la 3090 Ti actuelle, hein, d'environ 20-30%, je dirais que c'est un gain générationnel plutôt classique. Et pour le reste de la gamme, c'est pareil, hein, le AD104 qui remplace le GA104, qui équipe les 3070 actuellement, c'est pareil, on aura un gain de 20-30% par rapport aux 3070 actuels, c'est toujours pareil, hein, au plus on descend dans la gamme, on a un gain de 20-30% à puce équivalente. Donc bon, à ce niveau-là, on en saura plus très certainement assez rapidement, mais ça va être intéressant hein, de voir comment les marques se positionnent principalement en sortie de pénurie telle qu'on l'a connue sur la génération actuelle. Alors après, hein, cette histoire de hack chez Nvidia, hein, c'est pas terminé, hein, puisque le groupe en question hein, fait un peu du chantage à Nvidia, et ils leur font des demandes avant de divulguer plus d'infos. Les dernières demandes en date, hein, grosso modo, on va lire le communiqué. En gros, hein, ils demandent à Nvidia de rendre leurs drivers open source, hein, que ce soit sous Windows, macOS ou Linux, afin de ne pas divulguer le reste des informations qu'ils ont sous le coude. Et il peut y avoir quand même pas mal de trucs. Que ce soit les futures puces qu'on ne connaît pas encore, que ce soit par exemple le LHR, comment ça fonctionne, comment ça peut être débloqué, sans avoir besoin qu'NVIDIA fuite des drivers, par exemple. Il peut se passer plein de trucs, ils ont vraiment beaucoup d'infos sous la main. Est-ce qu'NVIDIA va céder? J'en sais rien. Mais bon, pas vraiment une situation enviable hein, pour eux. Mais pour nous, c'est plutôt intéressant du coup, parce qu'on apprend plein de trucs. Donc on verra bien comment ça évolue. Mais on risque d'avoir encore plus d'infos si Nvidia ne bouge pas, ce qui est très probable, à mon avis. Donc voilà un petit peu où on en est hein, pour l'instant sur cette histoire de hack chez Nvidia. C'est plutôt intéressant, on verra bien si on en apprend plus par la suite. Comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, c'est sympa de votre part. On se retrouve assez rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!